Bienvenue. Je me sens en joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'entends par bien, j'espère que vos actes sont en accord avec vos pensées. Aujourd'hui, nous allons traiter de comment gérer notre propre folie. Ça s'inscrit toujours dans Revenir au corps, dans la saison Revenir au corps, et ça s'inscrit toujours selon la certitude que j'ai. Le monde a toujours été fou, mais nous vivons une période particulièrement folle. Je crois que nous percevons tous que tout semble fou. Mais quand je dis ça, je pense essentiellement à la folie des dirigeants politiques, à la folie des guerres sur la planète, à la folie des maltraitances, à la folie des systèmes économiques, à la folie de la misère qui règne sur cette planète. Je pense donc qu'à des facteurs extérieurs. Mais la réalité, c'est que ces facteurs extérieurs ne sont que le reflet de nous-mêmes. Les dirigeants, les terroristes, les manipulateurs ne sont peut-être pas plus fous que nous-mêmes, ne sont peut-être pas plus fous que nous ne le sommes nous-mêmes. La différence, c'est peut-être le degré de folie, et c'est probablement plus les leviers d'action qu'ils ont. Évidemment, les dirigeants, les gouvernants ont des leviers d'action bien plus importants que nous. Mais sommes-nous moins fous qu'eux pour autant ? Je n'en suis pas certain. En fait, je suis même plutôt convaincu du contraire. Et je suis aussi convaincu que la seule façon de créer du changement au milieu de cette folie, c'est vraiment la seule façon. Parce qu'on ne va pas les changer, les dirigeants. On ne va pas faire qu'il y aura moins de guerres sur la planète. On ne va pas éradiquer la misère, ni à nous tout seuls, ni en tant que peuple, parce qu'on a été dépossédé de notre pouvoir, et parfois même de notre liberté. Donc la seule façon que l'on ait de ne pas participer à cette folie est de créer un changement profond et durable, c'est de s'occuper de notre propre folie. Car si chacun nous enlevons un petit peu de la folie de ce monde, ça fera moins de folie au total. Et ça nous parle, comme je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises, de changer de regard sur le monde, mais aussi de gérer notre propre folie. Parce que on est tous complètement fous, et de multiples façons. Notre folie s'exprime en premier lieu, par exemple, lorsque nos actes ne sont pas en accord avec nos pensées. On a tous tendance à dire quelque chose et à faire complètement le contraire. C'est de la folie, c'est un comportement fou. On a tous tendance aussi à avoir des pensées qui ne sont pas en accord avec nos actes. On a des pensées sur ce que l'on souhaiterait vivre, ce que l'on souhaiterait incarner, et on ne le fait pas. On ne se donne même souvent pas les moyens de le faire. Un exemple flagrant, anecdotique. En début d'année, nous prenons des bonnes résolutions. Que deviennent-elles, ces bonnes résolutions ? Se traduisent-elles en actes concrets ? C'est de la folie, c'est un comportement fou. Fou parce que, en désaccord complet avec nous-mêmes, on s'inflige un truc, en voulant quelque chose et en ne faisant rien pour l'obtenir, et en continuant à se dire qu'on voudrait le faire, mais qu'on ne le fait pas, et puis à un moment à se reprocher, en se reprochant de ne pas le faire ou de ne pas l'avoir fait, c'est de la folie. De la folie légère,
mais dans la sensibilité, la subtilité de ce que l'on vit, ça a un impact colossal. C'est une somme de folie légère qui va créer une folie collective. On a un comportement complètement fou quand on imagine, par exemple, vouloir la paix dans le monde. Et que, en même temps, on dit du mal de notre voisin, ou d'un collègue, ou d'un ami. C'est fou. On ne peut pas espérer la paix à grande échelle si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes ni avec les autres. C'est d'ailleurs de la folie de considérer l'autre comme différent. Alors il est différent, de certaines façons, de plein de façons. Et en même temps, c'est un être exactement comme vous et moi. On est tous pareils. On a tous les mêmes besoins. On a simplement des stratégies différentes pour les nourrir. On rencontre tous des problèmes, même si ces problèmes sont différents. On vit tous la même chose. On vit tous la souffrance. On vit tous la naissance, les besoins du quotidien, les besoins plus profonds, et la mort. On est tous pareils, il n'y a pas de différence. On peut évidemment créer des différences, imaginer des différences artificiellement, des différences de manifestation. Mais ontologiquement, essentiellement, nous sommes tous les mêmes. Alors pourquoi considérer l'autre comme son inférieur, son égal ou son supérieur? On est tous pareils. C'est de la folie que de traiter un serveur comme si l'être qui nous rend service nous était inférieur parce qu'il nous rend service. C'est aussi un comportement complètement fou de considérer autrui comme son supérieur parce qu'il possède une fonction, un titre, un rang qui lui confère un pouvoir artificiel dans une organisation sociétale. C'est juste le même bonhomme ou la même madame en face de nous que nous. La seule différence du point de vue inférieur, supérieur ou égal, c'est le titre qu'on lui appose. Pourquoi avoir un comportement différent de celui qu'on a avec ses enfants, avec ses parents, avec son conjoint, ses amis? C'est de la folie. Alors vous pourriez à nouveau me dire que c'est pas très grave. Et pourtant, ça participe à créer un monde complètement fou. Quand on extrapole, on crée des rapports de hiérarchisation et on n'est pas au contact direct de la réalité. La réalité qui veut que nous sommes tous les mêmes. Nous n'avons pas plus de valeur les uns que les autres. Et observez, si vous vous comportez exactement de la même façon avec votre conjoint, conjointe, avec vos parents, avec vos amis, avec la personne qui vous sert un café et avec votre boss au boulot, bravo, top. Vous créez de la paix et de l'harmonie. Si ce n'est pas le cas, ça vaut peut-être le coup de s'interroger pourquoi je me comporte différemment en fonction des personnes. Et de voir que peut-être c'est un petit peu fou parce que décorrélé complètement de la réalité. C'est-à-dire que ce n'est basé que sur notre vision de la réalité, sur une construction mentale, subjective, abstraite. Et à ce sujet-là, on témoigne, on manifeste un comportement complètement fou quand on vit dans l'illusion, quand on court après des illusions. L'illusion de la paix dans le monde, bon, certes, on ne court pas tous les jours après cette illusion-là, mais on court après tellement d'illusions au quotidien. La réussite, professionnelle, sociale, familiale, qui n'est qu'une illusion, qu'une construction arbitraire et abstraite.
La reconnaissance, c'est un petit peu la même chose que la réussite. Ce n'est qu'une vision des choses. La reconnaissance en soi, ça n'existe pas. Courir après la reconnaissance, c'est déjà ne pas se reconnaître soi-même. C'est complètement fou. Courir après la jeunesse. J'ai 46 ans et je vois bien autour de moi et je pense que je fais pareil. Nous courons tous après la jeunesse, en s'habillant par exemple le week-end comme quand on était adolescent. C'est pas grave, mais c'est une illusion complète. C'est de la folie. On court évidemment après l'illusion matérielle. Accumuler plus. Pour le confort, pour être heureux. Imaginer que le matériel va nous rendre heureux, c'est de la folie. Mais vous le savez déjà. Vous savez comment vous avez pu vous retrouver complètement excité à l'idée d'avoir quelque chose, et que finalement, quand vous l'avez, peu de temps après, vous passez au sujet suivant, et à la prochaine chose à acquérir pour être heureux. Et ça marche pas. L'illusion du bonheur matériel. C'est de la folie. Et même quand on s'en rend compte, on continue. Ça vous semble pas fou, ça? Courir après une illusion. Et refaire toujours la même chose en espérant un résultat différent. C'est de la folie. Je peux multiplier les exemples à l'infini dans nos comportements au quotidien. Là, je n'ai pas donné d'exemple très précis parce que je vous invite à regarder ce qui, dans votre quotidien, témoigne d'un décalage entre vos pensées et vos actes et témoigne d'un comportement qui s'attache à courir après des illusions. Observez un petit peu. Je suis sûr qu'en moins de 5 minutes, vous aurez déjà une bonne dizaine d'exemples. Et si je devais hiérarchiser les folies, je dirais que la folie de base, c'est de courir après l'illusion, ou les illusions. La folie encore un peu plus poussée, c'est d'être en décalage, d'avoir des pensées en décalage avec ses actes, avoir des arrière-pensées. Et ne me dites pas que vous n'avez jamais d'arrière-pensée. On a des jugements sur tout. Sur nos amis, sur notre famille, sur le monde. Et des arrière-pensées sur tout. On discute avec un ami et on a l'arrière-pensée de « Ah oui, mais il dit ça parce que lui, il est comme ça. » C'est de la folie. Encore pire quand c'est dans un couple ou quand c'est au sein d'une famille. Et puis au sommet de l'échelle hiérarchique de la folie, il y a notre absence de considération de la mort. Je parlais d'illusion. Tout n'est qu'illusion. Je l'ai traité à de nombreuses reprises. Mais il y a un truc qui n'est pas une illusion. C'est qu'à la fin, on va tous mourir. Chacun de nous qui est né est destiné à mourir. Et ne pas vivre au quotidien avec cette conscience, c'est de la folie. Courir après des illusions, c'est de la folie, mais oublier complètement la seule réalité tangible de ce monde, de notre existence, c'est encore plus fou. Mesurez à quel point c'est fou. Ignorer la seule chose dont on soit absolument certain, c'est de la folie. Vivre au quotidien, sans avoir conscience dans chacun de nos actes que l'on est amené et appelé à mourir, et que ça peut arriver n'importe quand, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Peut-être que pour moi, ça sera avant la fin de la journée, peut-être demain, peut-être dans plusieurs années. Impossible à dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'article de la mort, on a tous des regrets, ou on aura tous des regrets. En témoigne au moins l'histoire de nos proches, de ceux que l'on connaît et qui sont décédés. C'est de la folie de mener toute une vie pour avoir des regrets à l'article de la mort.
Et les regrets, c'est rarement je regrette de ne pas avoir conquis l'Everest. C'est plutôt je regrette de ne pas avoir incarné ci ou ça. Je regrette de m'être comporté comme ci ou comme ça. Je regrette de ne pas avoir dit ça ou autre chose. Aux gens que j'aime notamment. C'est de la folie. Et une vraie invitation à avoir conscience que l'on peut disparaître demain, et du coup à mettre nos actes en accord avec nos pensées. Je peux donc multiplier les exemples à l'infini de la manifestation de la folie humaine, de notre propre folie. Et évidemment, tous ces exemples de folie, petite folie ou grande folie, font que on se crée notre propre souffrance. Et que donc, dans notre folie de courir après le bonheur, jour après jour, nous construisons les fondations et l'édifice qui crée notre souffrance. Ça, c'est bien de la folie aussi. Si l'on veut cheminer vers un semblant d'apaisement et vers une vie pleinement satisfaisante, ça vaut peut-être le coup de se débarrasser de toute cette folie et d'avoir des actes parfaitement en accord avec nos pensées et de ne pas avoir d'arrière-pensée et d'être en pleine conscience non seulement de leur réalité, c'est-à-dire faire la part entre l'illusion de la matière et la réalité intemporelle de notre existence, et puis être conscient de la réalité de la mort. Parce que la somme de nos folies au quotidien, ça nous fait vivre un truc. Alors d'abord, ça nous met dans des situations improbables, impossibles à gérer, un peu comme le mythomane qui commence à raconter un mensonge et qui s'enferre dans son mensonge est obligé d'en rajouter toujours plus pour justifier, essayer de faire tenir l'édifice debout, alors que ça tient pas la route une seule seconde. Et on fonctionne pareil, avec le décalage entre nos actes et nos pensées, avec l'illusion de la réalité et l'inconscience de la mort. Je vous invite à réfléchir, à méditer sur le sujet. Vous verrez à quel point la distorsion entre vos pensées et vos actes n'a, dans votre expérience, généré que de la souffrance, que des situations inconfortables, que des malentendus avec ceux que vous aimez, voire des disputes avec ceux que vous aimez, et puis des reproches envers vous-même. On se sent pas très bien quand on se ment à soi-même. On se sent déjà pas très bien quand on ment à autrui. Et ça, on peut le choper dans n'importe quelle situation. Est-ce que je m'apprête à dire quelque chose qui est juste, ou est-ce que je m'apprête à témoigner d'une construction intellectuelle digne de la manipulation, mais qui va m'arranger pendant un moment. Au moment où on le dit, il y a un tout petit temps en suspens qui nous permet qui vient nous dire, est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est juste de dire ça? Est-ce que c'est bien ce que tu penses? Est-ce que c'est bien ce que tu veux incarner? Il y a toujours ce petit temps. On a souvent pris l'habitude de l'ignorer complètement, mais ce petit moment de suspens, où l'intuition vient nous glisser une parole de sagesse, ou en tout cas un point de vue de sagesse, c'est toujours là. Et je vous invite évidemment à le saisir. Dire, ah ouais, ok, je vais dire ça. Je suis pas raccord avec moi-même. Je suis pas raccord avec ce que je veux faire, ou avec ce que je veux incarner. Ou je suis sur le point de manipuler. Et vous constaterez petit à petit qu'en mettant vos actes en accord avec vos pensées, et qu'en détruisant vos arrière-pensées, c'est-à-dire d'abord en les observant, et puis ensuite en les disséquant, en voyant en quoi généralement ces arrière-pensées elles partent de peur, et en observant en quoi elles créent de la souffrance, vous allez pouvoir vous en débarrasser petit à petit,
ou en tout cas ne plus laisser vos comportements être dictés par ces peurs et par ces traumatismes du passé qui ont créé les peurs, ou par des peurs artificielles issues d'un discours extérieur, d'un repère extérieur. Et évidemment, comme je le fais dans chaque vidéo, je fais référence à des sujets que j'ai déjà abordés, que je vous invite à aller regarder dans les différentes vidéos que j'ai faites. Mettre ses actes en accord avec ses pensées. Mettre ses paroles en accord avec ses pensées. Mettre ses actes en accord avec ses paroles. Et je le répète, vous savez que lorsque actes et paroles ne sont pas en accord, ça crée un truc à l'intérieur qui est pas confortable. Et ce truc à l'intérieur qui est pas confortable, c'est la souffrance. Ça nous empêche de vivre la magie du monde, ou de vivre le bonheur, si vous voulez appeler ça le bonheur. Ça crée quelque chose qui n'est pas confortable au quotidien, ou confortable dans certaines situations. Et c'est pas ça qu'on a envie de vivre. Enfin, je crois pas. En tout cas, pas moi. Il y a un autre indicateur intéressant, le corps. On est dans la saison revenir au corps. Le corps compense toujours des pensées qui sont pas OK. Il se rééquilibre. Ça peut se voir par exemple par des petits mouvements au début, des toutes petites décompensations corporelles. Vous dites un truc ou vous pensez un truc et en même temps vous avez un mouvement d'une partie du corps. C'est que vous n'êtes pas complètement raccord avec ce que vous êtes en train de dire ou en train de penser. Et ça s'observe. Lorsque l'on y est habitué, c'est une évidence. Lorsque l'on a perdu ou que l'on n'a pas pris l'habitude d'observer ces petites décompensations corporelles, alors ça se travaille. Ça se travaille notamment par les méditations corporelles, l'observation des ressentis corporels. En s'y entraînant lors de méditation, toutes les manifestations corporelles au quotidien, dans n'importe quelle situation, deviennent d'abord perceptibles, puis complètement évidentes. Par exemple, parfois quand je fais des vidéos, j'ai des petites décompensations corporelles, et lorsqu'elles arrivent, j'y prête toujours attention. Ça veut dire que ma formulation n'est pas complètement OK par rapport à ce que je veux formuler ou ce que je veux transmettre. Et généralement, je m'arrête, je prends un petit temps pour laisser l'intuition me dire en quoi c'est pas OK, et puis je reprends. Et la mauvaise formulation sera coupée au montage, au bénéfice de la formulation juste, celle qui m'est venue par l'intuition. Ces décompensations corporelles, on les vit tous. C'est le fonctionnement du corps. Mais on s'en rend pas compte si on n'est pas habitué à les observer ou si on a justement pris l'habitude inverse, celle de les ignorer et de les cacher. Sauf qu'à un moment, le corps étant saturé de choses à compenser, de pensées à compenser, d'actes à compenser, il n'arrive plus à décompenser. Alors ce ne sont plus de simples petits mouvements, mais le corps est alors obligé d'utiliser des moyens plus importants, d'utiliser les grands moyens pour décompenser. Et donc de petits mouvements de décompensation, ça devient des tensions, des douleurs, pour aller jusqu'à la maladie. Et oui, symboliquement, pour se rééquilibrer, le corps crée des tensions, des douleurs et de la maladie. Pour se rééquilibrer face à cette folie, face à cette incohérence entre nos actes et nos pensées. Et peut-être même, éventuellement, incohérence entre la volonté de notre âme, de notre sagesse intérieure, de notre divinité, et ce que nous manifestons au quotidien dans la réalité. Donc pour gérer notre folie, dans un premier temps, prenons-en conscience, soit par la réflexion, mais aussi par l'observation des ressentis corporels, des petits mouvements de décompensation, des tensions, des douleurs, des maladies.
Et en laissant l'intuition émerger, elle nous dit toujours, elle nous donne toujours une image de à quoi est liée une manifestation corporelle. On peut aussi, j'en ai déjà parlé, l'étudier au travers de la symbolique de l'expression corporelle, de la compensation corporelle. Mais l'écoute de l'intuition, ça marche très bien aussi. Et à nouveau, la méditation, c'est un super outil pour se donner les moyens d'être en pleine réceptivité de l'intuition, en pleine réceptivité de ce que le corps a à dire, et en pleine réceptivité de l'intuition. Et observer ce petit temps en suspens, cette petite intuition qui se manifeste au moment où vous vous apprêtez à dire ou à faire quelque chose. Petit temps qui vous indique que vous n'êtes pas complètement raccord avec ce à quoi vous aspirez réellement. Observez en quoi vos actes sont en décalage avec les pensées. Et réalignez tout ça. Faites que chacun de vos actes soit parfaitement impeccable. Et que vos pensées, si elles ne sont pas parfaitement impeccables, restent des pensées. Et éventuellement, cherchez, c'est ça le travail de développement personnel, cherchez d'où viennent ces pensées, de quel traumatisme, de quelle peur viennent ces pensées. Il n'y a qu'en les disséquant complètement, et à nouveau, le faire en état méditatif, ça marche vachement bien, mais il n'y a qu'en le faisant, qu'en disséquant ces pensées, en regardant leur origine, que l'on peut les laisser se dissoudre. C'est certainement pas en les combattant. Ça marchera pas. Parce que si on les combat, on n'est pas capable de les terrasser. Elles vont aller se planquer dans un coin et se manifester d'une autre façon. Et c'est vraisemblablement le corps qui va devoir rééquilibrer ça, et ça va vraisemblablement passer par de la maladie. Et de la maladie chronique, évidemment, tant que on n'aura pas compris d'où viennent ces pensées, quels sont les traumatismes sous-jacents, quels sont les besoins qui n'ont pas été nourris. Quelles sont les peurs qui sont derrière tout ça. Peurs qui sont complètement irréelles, puisqu'il n'y a pas grand-chose dont on ait à avoir peur sur Terre. Ou en tout cas, pas grand-chose dont on ait à avoir peur en permanence. C'est aussi un sujet que j'ai évoqué. L'anxiété, c'est propre à l'homme, et c'est complètement dysfonctionnel comme comportement, comme état d'être. Et on n'a même pas à avoir peur de la mort. La mort, c'est comme changer de pièce. Nous sommes immortels, on va juste passer dans une autre pièce. Ok, on va abandonner un corps. Mais vous inquiétez pas, hein, la personnalité, tout ce que vous avez vécu de beau, mais aussi toute la souffrance que vous vous êtes créée, vous l'emporterez avec vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. À nouveau, ça, vous pouvez en faire l'expérience soit par l'intuition, soit par des expériences de mort imminente, soit en lisant des récits de mort imminente, soit en méditant, soit en prenant des psychotropes, ce que je ne vous encourage absolument pas à faire parce que c'est très très violent. En revanche, l'expérience méditative vous permet d'avoir accès à des états de conscience qui vous permettent de percevoir au-delà de la réalité matérielle que l'on connaît, et donc qui vous permettent d'avoir la certitude d'expérimenter ce qui se passe en dehors du corps matériel. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de la mort, puisque ce n'est vraiment rien de plus qu'un changement de pièce. On en a peur parce qu'on ne sait pas que c'est un changement de pièce et parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la pièce à côté. Bon, certes. Mais si vous n'en avez pas fait l'expérience encore, vous pouvez déjà vous fier aux dizaines de milliers de témoignages, de récits, d'enseignements qui sont disponibles et qui vous décrivent, généralement de façon assez congruente, que la mort n'est qu'un passage dans une pièce à côté. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Toutes nos peurs sont issues de traumatismes ou de constructions psychologiques ou de repères extérieurs. Bon, ça c'est un autre sujet. Je laisse ça de côté, mais c'est juste pour dire que les pensées que nous avons qui ne sont pas en accord avec ce que nous souhaitons incarner,
peuvent être dissolus en cherchant, en traquant leur origine. De quelle peur elles viennent, de quel traumatisme elles viennent, de quelle construction intellectuelle, artificielle elles viennent. Et encore une fois, la méditation sur le sujet, c'est-à-dire poser une intention, l'intention d'investiguer une question, d'investiguer une pensée, se mettre en état méditatif, se laisser aller en état méditatif et laisser émerger l'intuition, vous donnera des indications précieuses. Ça peut se faire aussi en thérapie, évidemment. D'ailleurs, c'est des choses complémentaires. La thérapie en soi ne suffira pas, peut-être que la méditation en soi ne suffira pas. L'un plus l'autre, ça fera un lot d'outils très puissants pour cheminer, pour avancer. Et pour laisser les traumatismes et les peurs se dissoudre. Et évidemment, comme je le disais il y a quelques instants, écoutez le corps. Écoutons le corps en toute situation et apprenons à l'écouter à nouveau au travers de la méditation. Je reviens toujours sur la méditation parce que dans mon expérience où j'ai quand même essayé plein de trucs, la méditation c'est ce qui marche le mieux, seul ou en complément d'autres pratiques. J'ai toujours été convaincu de l'immanence de l'être humain. Immanence au sens, l'être humain possède en lui toutes les réponses aux questions qu'il est amené à se poser. L'être humain possède en lui toutes les ressources pour faire face à ce qu'il se crée, à ce qu'il vit dans sa vie. Et la méditation, ça permet d'accéder à cette immanence. Parce que cette immanence, elle vient d'une connaissance universelle, intemporelle, qui est en nous, ou au moins, à minima, à laquelle nous avons accès. Mais pour y avoir accès, nous n'y avons pas accès dans la matière. C'est notre sagesse, notre âme, notre part de divinité, qui est en contact direct avec ce savoir, cette connaissance immanente. Et c'est donc notre âme, notre sagesse intérieure, notre moi supérieur, avec lequel il faut se mettre en contact, auquel il faut s'éveiller, auquel il faut être transparent, pour avoir accès à cette source de connaissance sur la vie et sur nous-mêmes, et avant tout sur nous-mêmes, puisque nous sommes un prisme cristallisé de la vie, dans la matière et en dehors de la matière. Donc ouais, je reviens toujours à la méditation. Mais c'est un outil de dingue, hyper puissant. Seul ou en complément de thérapie. Thérapie juste parce que ça fait des années qu'on a des fonctionnements traumatiques et traumatisants, dysfonctionnels, et que c'est devenu tellement une habitude que parfois il faut des outils un petit peu puissants et surtout un accompagnement pour se défaire de ces comportements dysfonctionnels. Voilà, bon, j'ai un petit peu dévié du simple sujet de gérer notre folie, et je répète en conclusion que pour gérer notre folie, ça commence par mettre nos actes en accord avec nos paroles et nos pensées. Ça se poursuit par avoir une compréhension de l'illusion dans laquelle on vit, de l'illusion des aspirations que nous avons, même de l'aspiration au bonheur, et surtout si ce bonheur est matériel, de l'illusion de ce après quoi on court, c'est aussi avoir conscience de nos comportements dysfonctionnels, de notre regard sur le monde, qui lui aussi est empreint d'illusions, notamment quand on fait une différence entre autrui et soi-même. C'est aussi se servir du corps, toutes les indications qu'il nous donne, se servir des mouvements de décompensation, des tensions, des douleurs, de la maladie, comme indicateur de notre propre folie, du désaccord qu'il y a entre nos aspirations profondes, nos pensées, nos paroles et nos actes. Et enfin, gérer sa propre folie,
c'est être en conscience de la seule réalité inévitable qui est celle de la mort qui peut survenir à tout moment. Dans de nombreuses traditions, on dit prendre la mort comme seul conseiller. J'ai un choix à faire, j'ai quelque chose sur le cœur. Qu'est-ce que je ferais si je devais mourir demain? Ça, c'est aussi un gros sujet. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Mais prendre la mort pour conseiller, pour seul conseiller, ça permet d'avoir un comportement impeccable. Et ce comportement impeccable est l'antidote à notre propre folie. Voilà pour les invitations du jour. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt.